Dans cette vidéo, je vais vous parler de London City Airport, bien connu pour son approche à forte pente, que j'ai eu la chance de fréquenter en tant que pilote. Petit retour sur son histoire et je vais vous montrer à quoi ressemble l'approche vue depuis le cockpit, à la fois en piste 09, face à l'est donc, et en piste 27, face à l'ouest. A tout de suite. Bonjour, si c'est la première vidéo de la chaîne Histoire d'aviation que vous regardez, bienvenue, je m'appelle Olivier, je suis pilote de ligne et instructeur en aéroclub. N'hésitez pas à parcourir mes vidéos et à vous abonner à la chaîne et aux notifications en cliquant sur la cloche. Pendant 1 an et demi, j'ai eu l'occasion et la chance de faire des vols vers London City Airport en tant que copilote sur Avro RJ85 depuis Dublin et Amsterdam. Mais avant de voir les vidéos des approches, je vais vous raconter rapidement l'histoire de cet aéroport situé tout près du centre de Londres. L'idée remonte à 1980. L'activité des docks de Londres avait petit à petit périclité avec la généralisation du transport par container, les docks ne pouvant pas accueillir des bateaux assez gros pour les transporter. La zone est donc inutilisée depuis des années. Le 27 juin 1982, le commandant Harry G fait atterrir un Dash 7 sur Heron Quays dans les West India Docks afin de prouver qu'un avion STOL, à capacité de décollage et d'atterrissage court, peut se poser sur les docks. Et puis il leur décolle pour parachever la démonstration. L'endroit où il a atterri est situé en plein cœur de Canary Wharf et une plaque rappelant cet événement a été apposée dans la station DLR. Voici la vidéo de 1987, le premier atterrissage d'un avion sur les docks de Londres, ce Dash 7 avec aux commandes le capitaine Harry G. Vous voyez une distance de roulage à l'atterrissage relativement courte. Et puis voici les images du décollage de ce Dash 7, de ce même quai. On voit donc les capacités STOL de cet appareil, atterrissage et décollage sur des distances relativement courtes, ce qui a permis à un appareil de ce type, un Dash 7 dans les années 80, d'effectuer des vols commerciaux vers l'altiport de Courchevel. Je rappelle donc que cet atterrissage était sur un quai qui n'est pas situé sur l'emplacement actuel de London City Airport, mais plus à l'ouest en allant vers Londres, sur l'emplacement actuel de Canary Wharf. La première pierre du terminal est posée en 1986 par le prince Charles, et le premier vol commercial a lieu en 1987, la reine Elisabeth II inaugurant officiellement l'aéroport la même année. À l'époque, la piste ne fait qu'un peu plus de 1000 mètres de long, et la pente est de 7,5 degrés. On parle bien de degrés et pas de pourcents. Un nombre très limité de types d'avions peut l'utiliser, dont le Dash 7 et le Dornier 228. La piste est plus tard allongée et mesure aujourd'hui 1508 mètres, mais pour l'atterrissage sont utilisables seulement 1319 mètres depuis le seuil et 1208 mètres depuis le point d'aboutissement du glide. Pour le décollage, c'est seulement 1199 mètres qui sont disponibles. L'angle de la pente d'approche est réduit à 5,5 degrés, ce qui est encore presque le double des 3 degrés d'une pente d'approche standard. Si le peu d'espace disponible explique la faible longueur de la piste, il avait aussi pour conséquence l'absence de taxiway longeant la piste, les avions devant donc remonter la piste, soit avant le décollage en 27, soit après l'atterrissage en 09. À l'extrémité est, un emplacement donnait la possibilité de dégager la piste et d'attendre, et permettait donc de faire remonter la piste à plusieurs avions, les uns derrière les autres, pour gagner du temps. Le premier faisait un demi-tour à l'extrémité de la piste pour s'aligner, et les autres dégageaient la piste et attendaient que l'avion précédent ait décollé pour pouvoir s'aligner à leur tour. Quand on remontait la piste, avant le décollage ou après l'atterrissage, le plus souvent, un avion était en finale juste en face, et les contrôleurs demandaient donc régulièrement de se dépêcher de libérer la piste afin d'éviter une remise de gaz. Alors, je parle au passé parce que je ne fréquente plus London City Airport. Mon dernier atterrissage là-bas date de décembre 2016, mais aussi parce que l'aéroport a tout récemment terminé de très importants travaux pour se doter enfin d'un taxiway qui longe la piste, comme on peut le voir sur la carte Jebsen. La nouvelle surface de taxiway et de parking fait 70 000 m², soit une dizaine de terrains de foot, et a été créée en enfonçant un millier de piles en béton à 20 mètres de profondeur. Ces travaux titanesques ont également permis de créer des emplacements supplémentaires pour garer les aéronefs à l'est des parkings déjà existants, pour lesquels il n'y avait pas beaucoup d'espace, ce qui nécessite une manœuvre particulière pour le stationnement. Les avions ne se garent pas face au terminal, comme c'est le cas sur la plupart des aéroports. Comme on le voit sur cette vidéo, ils avancent dans un premier temps vers le terminal, puis un marshalleur les guide pour faire un virage serré qui leur fait faire presque demi-tour. Un autre pistard surveille le bout d'aile qui ne passe pas très loin du bâtiment.
C'est assez sympa à voir depuis le premier étage du terminal. Cette vidéo est filmée depuis le rez-de-chaussée. Les avions s'arrêtent à un angle d'environ 45 degrés par rapport au terminal. L'avantage, c'est que ça permet aux avions de pouvoir plus tard repartir en autonome, sans repoussage, comme le fait ce bel E-Jet de British Airways. Vous remarquerez peut-être son immatriculation qui commence bien sûr par Golf, comme tous les avions anglais, suivi par LCY, le code IATA de London City Airport. Quand j'ai filmé ce 190 à l'aéroport de London City en 2017, depuis le cockpit du RJ85, je n'imaginais absolument pas que ce serait mon prochain avion. L'Embraer vient de passer devant le point d'attente Delta, en face duquel nous sommes garés, et roule vers le point d'attente Echo, à partir duquel il va pouvoir remonter la piste, maintenant que cet ATR l'a libéré. Voilà à quoi ressemblaient les approches pour la piste 27. Cette première carte montre la STAR, la procédure d'arrivée standard, que j'utilisais lorsque je venais de Dublin. On passait sur le VOR de Southampton, un petit peu au nord du port d'où est parti le Titanic, puis on longeait la côte avant de tourner vers le nord et d'être guidé radar vers l'ILS 27. Quand j'étais basé à Amsterdam, on arrivait par le point Jaco, et après Ravza, c'était une longue finale sur l'estuaire de la Tamise. C'était très joli. On sort tous les volets avant d'intercepter le glide, et le speed break juste au début de la descente finale pour que l'avion n'accélère pas sur ce plan à plus de 9%. La finale secouait souvent avec une aérologie particulière due à la configuration des lieux, des bâtiments, de l'eau, la piste, encore de l'eau, à nouveau des bâtiments. Voici la vidéo de l'approche vue du cockpit que j'ai filmée depuis le jump seat, je n'étais donc pas en fonction. 500. Minimum. 100, 50, 40, 30, 20, 10. Après cet atterrissage, on pouvait donc dégager directement vers le parking. Voyons maintenant l'approche face à l'est et d'abord vue d'en bas. Pour filmer cette vidéo, je suis sur le pont qui traverse le dock Victoria sous la finale. Voici maintenant l'approche vue du cockpit, filmée encore une fois depuis le jump seat. Minimums. 100, 50, 40, 30, 20, 10. Sur ces vidéos, il fait très beau, mais il faut imaginer ces approches avec un plafond bas, beaucoup de vent, c'est tout de suite nettement plus sportif. C'est pour ça que dans beaucoup de compagnies, seul le commandant de bord fait atterrir l'avion à London City Airport. Et donc, en tant que copilote, j'ai ainsi fait tous les décollages et donc aucun atterrissage à London City Airport. Mais même en tant que PM, Pilot Monitoring, c'est une superbe approche. Et dans le cas où le commandant de bord n'est plus en état de piloter, le pilote doit se dérouter vers un autre aéroport. Comme je disais, le commandant de bord faisant tous les atterrissages à London City Airport, le copilote fait tous les décollages. Me voici aligné en piste 27 face à l'ouest, qui était le départ le plus sympa parce qu'il nécessitait un virage assez rapide vers la droite, comme on peut le voir sur cette première carte, qui est le départ qu'on utilisait pour aller vers Dublin. Donc un virage à droite passant 1,5 nautique, ensuite un virage à gauche, et puis sur cette carte-ci, ce sont les départs pour aller vers Amsterdam avec le même virage à 1,5 nautique. Donc sur ces photos prises par un ami depuis le jump seat, on voit face à nous les immeubles de la City, le quartier des affaires de Londres, et puis on va se mettre en virage vers la droite, et donc on voit qu'on prend une inclinaison assez sympathique avec une altitude qui n'est pas très élevée à ce moment-là, donc un départ qui était vraiment sympa à faire à la main. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si oui, je compte sur vous pour liker, commenter et partager, et pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et également à ajouter Histoire d'aviation sur les réseaux sociaux. À lundi matin 7h pour l'actu de la semaine passée. Bon week-end!